Aujourd'hui, à Empreinte sauvage, on parle d'un projet qui menace la forêt boréale au Québec. Aujourd'hui, à Empreinte sauvage, on parle d'un projet qui menace tout autant le Saint-Laurent. Aujourd'hui, à Empreinte sauvage, on parle du projet Marinevest qui est destiné à s'implanter à Bécomo. Alors bonjour tout le monde, mon nom est Patrick Bourgeois. C'est moi qui anime et produis la balado Empreinte sauvage. Empreinte sauvage, c'est un espace où on discute des enjeux environnementaux, des enjeux qui concernent principalement le Québec. Je suis photographe animalier, mais pour moi, la photographie animalière n'a pas vraiment de but si elle n'est pas liée à un certain activisme. Et l'activisme, chez moi, je l'assume tout à fait. Mes photos servent à défendre la nature, les animaux. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui me dérange au plus haut point parce que il vise mon coin de pays, Bécomo, la Côte-Nord, l'endroit où je fais justement cette photo animalière-là. Hein, le projet Marinevest, c'est un nouveau projet, parce qu'on en a déjà eu dans le passé, là, des projets liés au gaz naturel. On a eu Kakuna, on a eu Saguenay, et là, c'est un projet qui est piloté par une compagnie norvégienne qui s'appelle Marinevest et qui cible Bécomo pour implanter une usine de liquéfaction de gaz naturel qui provient de l'Ouest canadien. Pour faire la lumière sur ce sujet-là, j'ai invité Louis Couillard. Louis c'est un spécialiste des enjeux climatiques. Il a participé à des manifestations concernant ces enjeux-là. Il est responsable chez Greenpeace des campagnes liées au climat. Il s'intéresse évidemment à ce titre beaucoup au dossier de Marinevest. Il a fait des demandes d'accès à l'information, il a sorti des documents, il a communiqué avec les journalistes pour faire la lumière sur ce sujet, sur ce dossier-là. Et je suis vraiment content qu'il ait accepté mon invitation pour participer au balado parce que c'est le meilleur pour faire la lumière sur ce sujet-là. Et vous savez, de la manière dont je travaille, vous l'avez vu dans le dossier Stablex, vous l'avez vu dans le dossier PL 97. Moi, je commence avec le balado par placer l'information pour que tout le monde comprenne bien de quoi il est question dans un dossier donné. Et ensuite, je pars sur le terrain pour documenter davantage les avancées et les reculs que nous subissons dans le dossier en question. Évidemment, quand on parle de l'estuaire du Saint-Laurent, quand on parle de Bécomo, c'est clair que c'est un endroit que je fréquente beaucoup. J'ai environ 1500 plongées de réaliser dans cet environnement-là. Alors, c'est sûr que quand on évoque des risques environnementaux qui ciblent la faune, la faune de ce coin-là, je la connais très bien et je compte la défendre du plus fort que je ne le puis. Hein, il n'y a aucunement question que je laisse un tel projet se mener sans que je me batte le plus fort que je peux. Ceci étant tout dit, on va maintenant introduire Louis dans le studio pour discuter de Marinevest. En cours de route, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, partager et restez à l'affût parce qu'il y a toutes sortes d'autres épisodes du balado qui aborderont des sujets comme celui-là. Alors, restez pas trop loin, mais d'ici là, on discute avec Louis. Alors, salut Louis. Tout d'abord, comme le veut la formule de politesse la plus élémentaire, je te dis vraiment un grand merci pour avoir accepté mon invitation pour participer à mon balado. Pour parler d'un sujet, je vais devoir me retenir pour pas me fâcher, là, mais c'est un sujet qui m'interpelle au plus profond des tripes parce que ça concerne mon terrain de jeu de prédilection, l'endroit où j'ai fait mes armes en plongée sous-marine, c'est-à-dire la baie des Anglais, le secteur de Bécomo. Aujourd'hui, tu vas nous parler, tu vas nous aider à comprendre toutes les ramifications du projet de Marinevest Énergie qui vise Bécomo. Merci Patrick de l'invitation. Sérieux, c'est vraiment apprécié. Puis, regarde,
On va respirer, on va rester zen parce que je suis d'accord avec toi. Là, moi aussi, je trouve ça enrageant, cette situation-là. J'ai hâte de t'en parler. Ben, c'est parce qu'en plus, tu sais, quand on commence à être vieux comme moi, on a vu quelques-uns de ces projets-là. Tu sais, moi, j'étais dans le dossier à Kakuna. Celui de Saguenay, j'étais un petit peu moins là, mais Kakuna, tu sais, la pouponnière des belugas puis le gaz naturel liquéfié, tu sais, puis on pensait que c'était réglé. Mais non, ils reviennent à la charge. En tout cas, on ne pourra pas leur reprocher de ne pas être tenace, ça, c'est sûr. Là, avant de commencer à rentrer dans les détails, je vais te demander, pour le bénéfice des gens qui nous regardent, de nous présenter ce projet-là pour qu'on soit tous sur la même page pour vraiment après ça y aller à fond la caisse. Je vais commencer par utiliser une formulation que j'ai trouvée dans des courriels euh, de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada. Récemment, je faisais des demandes d'accès à l'information. Puis eux, ils ont une manière, une espèce de deux lignes pour décrire le projet. Puis je trouve que ça l'illustre bien. Fait que je vais commencer par ça pour qu'on soit tous et toutes sur la même longueur. L'entreprise, là, quand elle va arriver et elle va débarquer officiellement avec son projet à Bécomo, c'est pas comme ça qu'elle va le décrire. Mais c'est un projet pour exporter du gaz de l'Ouest canadien vers des marchés internationaux comme l'Europe et l'Asie. C'est ça le cœur du projet. C'est prendre du gaz qu'on va extraire en Alberta, en Colombie-Britannique, construire un pipeline qui va passer à travers le Québec, qui va déboucher à Bécomo. Et là, on va exporter le gaz sur des méga navires, des méthaniers, pour s'en aller, ben, fort probablement en Europe. C'est pour ça qu'on veut déboucher sur l'Est du Canada présentement avec ce genre de projet. Fait que ça, c'est ça, c'est le top line, là. Le projet, le big picture, c'est ça. Là, après, concrètement, qu'est-ce qu'on sait? Parce que on ne sait pas tout de ce projet-là. On en sait beaucoup, mais pas beaucoup en même temps, dans la mesure où il n'y a pas de projet qui est déposé. C'est pas très transparent à date, hein. Là, on sait qu'il y a des lobbyistes, puis ça magouille, puis que le fédéral est là-dedans, mais tu sais, je pense qu'ils marchent beaucoup sur des œufs parce que nous, on se rappelle de Kakuna, Saguenay, mais je pense qu'eux autres aussi, là. Ouais, il y a une différence avec ce que l'industrie faisait à l'époque de Kakuna, puis l'époque de NRJS, puis l'époque d'Énergie Saguenay, puis Général Québec, là. Les nombreux projets de pipeline qui ont été proposés au Québec. L'industrie, elle a appris que si elle parle ouvertement de son projet, il y a de l'opposition au Québec. Parce que les Québécois puis les Québécoises, historiquement, ont montré qu'ils étaient opposés à ce genre de projet-là d'énergie fossile pour sortir du gaz ou du pétrole de l'Ouest, passer par le Québec puis l'envoyer sur des gros bateaux. Donc, ce que on sait du projet, c'est grâce à des demandes d'accès à l'information. J'en ai fait beaucoup depuis l'année passée. Également du travail de plusieurs journalistes de Le Devoir, la presse, Radio-Canada. Alexandre Shield, puis tout ça, il est pas mal sur le dossier, là. Ouais, il y a un paquet de journalistes qui ont fait un super travail pour aller chercher de l'information. Puis on a réussi à monter un portrait, mais tout ce que je vais dire, je veux quand même faire attention. On est beaucoup dans l'hypothétique parce que le projet, il existe là. Dans les documents, dans l'accès à l'information, je le vois, là, il y a 20 pages de présentation au projet, mais elles sont toutes caviardées. Donc, on se fait dire par les politiciens, non, non, il y a pas de projet de déposer. On ne sait pas c'est quoi ce projet-là, mais je prends l'exemple du ministre de l'Économie du Québec. Il dit qu'il n'a pas vu le projet, mais pourtant, il y a un lobbyiste qui l'a rencontré, puis il a fait une présentation d'à peu près 20 pages, probablement, sur le projet. C'est tout caviardé pour le public. Mais donc, il y a vraiment un projet, il se trame en coulisses parce que les entreprises d'énergie fossile ont compris qu'au Québec, si tu veux faire passer ton projet, il faut que tu fasses ça derrière des portes closes, puis pour profiter des situations en ce moment qui ont été créées grâce à ces nouvelles lois-là d'accélération des projets. Il y en a un projet de loi au Québec, le projet de loi 5, ben, la loi C5, puis on y reviendra, là, mais ça, c'est comme le contexte. Donc, ce qu'on sait du projet, on veut exporter du gaz naturel de l'Ouest canadien. On le Qui transporterait est par pipeline. puis dès son extraction, c'est dommageable pour l'environnement. Un oléoduc d'une longueur absolument pharaonesque Ouais, pour probablement finalement plus de mettre 1000 kilomètres. c'est Part en de plein nord de cœur de la forêt l'Ontario. boréale. De l'Ontario, mais là, comment on sera à l'Ouest canadien? Il y a déjà une conduite existante. C'est le Trans-Canada Mainline. Ça, c'est une conduite qui traverse, c'est un pipeline là, qui traverse à peu près tout le pays. Il y a une jonction dans le nord de l'Ontario, proche de l'Abitibi.
ça serait là que le pipeline commencerait. C'était la même chose pour GNL Québec. Donc, ça part du nord de l'Ontario, on traverse l'Abitibi, le nord du Québec. Là, il y avait deux tracés potentiels, là, mais grosso modo, on part de l'Abitibi, on se rend jusqu'à la Côte-Nord, jusqu'à Bécomo. Ça, c'est un Et là, 1000 c'est un km. gros chantier, ça. Moi, les gens, je veux qu'ils comprennent, là. Tu sais, Ouais, quand on parle de passer un oléoduc de l'Ontario pour t'en venir jusque sur la Côte-Nord, ça sera pas 2 mètres de large, ça, là. Il y a des montagnes, il y a des lacs, il y a des rivières. Il faut que tu passes à travers tout ça dans l'habitat du caribou forestier. La machinerie qui va être là-dedans, c'est un immense chantier dommageable pour la forêt boréale qui est déjà par trop coupée à tort et à travers. Alors, c'est pas juste parce que souvent, tu sais, les gens, euh, on dirait que ça a l'air simple de passer un tuyau de même, là. ouais, ouais. Si ce projet-là voyait le jour, ça serait de loin le plus gros projet industriel de l'histoire du Québec. Point barre. Ah ouais. Plus les barrages. Ouais, c'est un chantier immense en termes du coût. Parce qu'on parle d'un projet qui nécessiterait il y a des économistes qui avaient sorti une lettre dans la presse. On parle d'un projet qui serait plus ou moins 30 milliards de dollars d'investissement. 30 milliards, c'est des bidous. Donc, le pipeline serait dans plus ou moins 1000 kilomètres, part du nord de l'Ontario, passe par l'Abitibi, nord du Québec, se rend jusqu'à Bécomo. Puis là, à Bécomo, il y aurait une, une usine de liquéfaction. Une usine de liquéfaction, c'est quoi? C'est en termes visuels, on peut comparer ça à une raffinerie, tu sais, c'est des torchères, c'est un complexe industriel où le gaz qui était transporté dans un gros tuyau, on va le refroidir, puis on va le mettre à l'état liquide. C'est ça le gaz naturel liquéfié. Parce qu'après, ça fait en sorte que c'est plus facile de le transporter sous des bateaux. Donc, là, il y a beaucoup de points d'interrogation, mais ce qu'on suppose, en tout cas, l'information qu'on a, c'est que ça serait une usine flottante sur la baie des Anglais, dans la baie des Anglais. Après, c'est des méga méthaniers, des navires qui sont. C'est gros comment un méthanier, là, juste qu'on comprenne de quoi on parle. L'usine, ça sera pas une affaire, c'est pas 20 mètres par 20 mètres, cette usine-là. Puis les bateaux sont gros, là. Les méthaniers, c'est plus de 300 mètres de long. La baie mesure à peu près 1 kilomètre. C'est immense, ces bateaux-là. C'est des immenses navires. Là, on n'a pas la fréquence, mais encore une fois, si on se base sur ce qu'on savait de GNL Québec, parce que c'est un projet qui euh, est quand même similaire en termes du volume de gaz qu'on veut exporter. Donc, on pense à 3 à 4 allers-retours de ces navires-là par semaine. Donc, on parle de 300, tu sais, plus ou moins, là, on peut se rendre à 300 allers-retours par année de ces méga navires-là. Donc, ils viennent dans le Hiver comme été, là. hiver comme été, viennent dans le complexe de liquéfaction, chargent, puis après, s'en vont, traversent le fleuve, le golfe, s'en vont en Europe pour alimenter les marchés étrangers. Fait que, tu sais, vraiment, si je résume, là, le projet, c'est on extrait du gaz dans l'Ouest. Donc, il y a une augmentation de la production de gaz dans l'Ouest par la fracturation hydraulique. C'est le procédé qui est majoritairement utilisé pour extraire le gaz. La fracturation hydraulique, le monde comprenne, au Québec, on appelait ça les gaz de schiste. Ça a été Ouais, on bien n'en veut pas ici. controversé. On n'en veut pas, c'est interdit. En fait, c'est Ben ouais. illégal. Depuis 2021, au Québec, on a adopté une loi où c'est interdit d'exploiter du gaz et du pétrole sur le territoire québécois. Mais là, ça serait correct de le transporter, celui qui a été exploité dans l'Ouest. Écoute, les impacts environnementaux sur les communautés dans l'Ouest canadien, là, bon, c'est dévastateur. Donc là, on augmenterait la production du gaz, on le traverse dans un pipeline, donc on doit construire la nouvelle conduite entre le nord de l'Ontario et le Québec, construire cette usine de liquéfaction-là dans la baie des Anglais, puis ben, construire les méga navires qui vont venir transporter le gaz. Donc, là, ça, c'est le big picture, ça serait ça le projet. Là, à voir, à l'époque de GNL Québec, il y avait scindé ça. Là. Il y avait une compagnie qui était responsable de l'usine de liquéfaction, une qui était responsable du pipeline. Fait que là, il y avait segmenté le projet. Il y avait eu deux évaluations séparées. Écoute, ça, l'industrie est habituée de faire ce genre de magouille pour que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est un gros projet. Mais là, on a la chance d'en parler ensemble. Euh, il faut impérativement que les gens se rendent compte de l'ampleur de ce qu'on parle. Ben là,
là, moi, ce que je veux comprendre aussi, là, le gaz qu'on met là-dedans, c'est du méthane, j'ai compris. Euh, Ça sert à quoi ce gaz-là? Puis c'est destiné à qui? Dans le fond, le gaz, le méthane, c'est du gaz naturel. Le gaz naturel, ce qu'on en fait dans la vie, on l'utilise, on le brûle pour chauffer nos maisons. Au Québec, on est, je dirais, on est chanceux, on est chauffé en grande majorité. On produit notre électricité, puis on est chauffé en grande majorité avec de l'hydroélectricité. Mais le gaz naturel, une de ses fonctions principales, c'est de chauffer les maisons, c'est de produire de l'électricité. En Ontario, là, il y en a bien là, des centrales au gaz pour produire de l'électricité. Le problème avec cette énergie-là, on le sait, le problème numéro un, c'est son impact sur le réchauffement climatique. Le gaz naturel, en termes d'impact, c'est comparable au charbon. C'est Ouais, hein? très dommageable pour le climat parce que le méthane, euh, c'est un gaz qui est 80 fois plus dommageable sur le réchauffement climatique que le CO2. C'est un gaz très, très puissant. Ils ont réussi, l'industrie, à nous faire croire, en mettant le mot naturel après gaz, que c'était pas si pire. Puis on parle de gaz de transition, puis que ça pourrait Ouais, aider on à... entend ça. Ça, là, je vais être bien honnête avec toi, c'est un mensonge que l'industrie a réussi à faire avaler une couple de personnes, mais ne soyons pas dupes. À l'époque, le BAP avait réussi à bien l'analyser dans son processus d'évaluation du projet GNL Québec. Ce genre de projet-là, de pipeline, puis d'usine d'exportation de GNL, c'est pas des projets pour la transition énergétique. Pas du tout. Parce qu'il y a deux scénarios. Le gaz, il pourrait se rendre en Europe, puis il va fort probablement s'additionner au mix énergétique. Là, c'est un peu technique, là, mais c'est pas vrai que le gaz, il va venir remplacer nécessairement des centrales au charbon. Ce que plusieurs études ont démontré à l'époque où on étudiait le projet GNL Québec, c'était que le gaz, il vient s'ajouter au mix énergétique. Donc, On dédouble le problème, là. exactement. Mais advenant le scénario, là, le scénario qui nous vendent, c'est-à-dire, non, 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 ce gaz-là, il va remplacer des usines au charbon, donc ça va aider les économies en Europe, potentiellement en Asie, à diminuer un petit peu leurs émissions. Mais comme je viens de te dire, c'est comparable au charbon. Parce que quand on regarde un projet de gaz naturel, il faut regarder l'ensemble de son cycle de vie. OK? Puis de l'extraction du gaz jusqu'à sa consommation, quand on le brûle pour produire de l'énergie, de l'électricité ou chauffer sa maison, tout au long de ce processus-là, il y a des fuites. Le gaz, ça fuit. On le voit pas, là, mais ça fuit. Puis, dépendant du pourcentage de fuite que tu vas avoir sur ton réseau, c'est là que quand le gaz est fuit, là qui est très dommageable pour le réchauffement climatique. Fait que oui, quand on le brûle, c'est là qu'il y a le plus d'émissions de GES. Mais quand on l'extrait, il y a des émissions. Puis tout au long de son cycle de vie, Tout au long tout du au long processus. ça peut fuir et avoir un gros impact sur le réchauffement climatique. Fait que dépendant des scénarios et des pourcentages de fuite de gaz, c'est là qu'on s'approche du charbon. Fait que dans les plus récentes analyses et études scientifiques qui ont été faites, se sont rendus compte que c'est ça. Dépendant du scénario, le gaz peut être comparable au charbon dans certains scénarios en termes d'impact sur le réchauffement climatique. Ça, c'est-à-dire terrible, terrible, terrible. Ou ben, ça peut être un peu mieux que le charbon, mais comme je te dis, ça va se rajouter au mix énergétique. Fait qu'il n'y en aura pas de Ouais. transition. On ne va pas en remplacer, on ne va pas aider personne à baisser ses émissions. Tout ce qu'on va faire avec un projet de ce type-là, quand on regarde sur l'impact sur les changements climatiques et sur le climat, on va empirer. On va s'emprisonner encore plus, s'enfoncer encore plus dans notre dépendance aux énergies fossiles. Mais Patrick, je vais t'annoncer quelque chose. Qu'on le veuille ou pas, là, malgré l'arrivée de Donald Trump, puis tous les changements géopolitiques que ça a créés, là, la transition énergétique, elle est en marche. Surtout en Ouais. Europe. C'est Parce que commencé. c'est ça, j'ai lu qu'ils avaient comme déjà réduit leur consommation de gaz naturel, je pense que c'est de 20 dans les dernières années en Europe. Donc, ça n'a pas l'air d'être un projet qui voit loin dans le temps, ça, là. Tu sais, moi, je travaille chez Greenpeace. Puis nous, ça fait plusieurs années qu'on le dit, les projets d'énergie fossile ont plus leur place. Puis on sort pas ça de notre chapeau.
tous les scientifiques les plus crédibles sur la planète le disent, si on veut s'assurer d'un avenir viable pour nous et pour nos enfants, il faut qu'on se débarrasse de notre addiction, de notre dépendance aux énergies fossiles. C'est impératif. Donc, en 2026, si on veut garder une planète viable, on ne peut plus en faire d'autres pipelines. Point barre. Pas ici au Québec, puis nulle part ailleurs. Mais le problème, c'est que même si moi j'ai ce discours-là, même si je suis pro-industrie, là, disons, puis j'aimerais vraiment ça qu'il y en ait un beau projet porteur d'avenir pour la région, j'achète le discours de l'industrie. Là. En 2026, c'est trop tard pour un projet de ce type-là. Il y a 10 ans, il y aurait peut-être eu un avenir économique crédible pour ce genre de projet-là. Mais récemment, il y avait une étude, c'est les investisseurs pour l'accord de Paris, une étude qui a été faite par l'économiste Renaud Gignac, qui disait The ship has sailed. Le bateau il est parti. La fenêtre est fermée. Un projet d'exportation d'énergie fossile sur la côte est canadienne, c'est trop tard. Pourquoi? Parce qu'en Europe, ils ont amorcé leur transition énergétique. Transition. Puis là, moi, ce dossier-là, des fois, il me ramène le dossier Norvolt un peu Ouais, dans l'esprit. Là. Je t'explique je pourquoi. comprends pourquoi. Je Je sais, te t'es vois venir. intelligent. Mais tu sais, Norvolt, c'était une espèce de compagnie qui sortait d'un peu n'importe... c'était un peu nébuleux d'où ça venait. On donne plein d'argent à ça. Finalement, on sait comment ça a fini Norvolt. Le gouvernement, il voulait pas de BAP, ils n'ont pas fait ses devoirs. Les Québécois ont perdu beaucoup d'argent là-dedans pour un projet qui était quand même plus ancré dans un contexte pertinent que, comme tu viens de nous expliquer, du gaz naturel en 2026. Moi, quand je regarde Marinvest Énergie, la création de cette compagnie-là, c'est très récent. Tu me dis que ce projet-là va être un des plus gros projets, un des plus gros chantiers industriels, si vous voyez le jour, là, ça sera un des plus gros chantiers industriels de l'histoire du Québec, 30 milliards. C'est qui va financer ça? C'est certainement pas une compagnie qui a un gars qui est employé, parce que moi, de ce que j'ai vu de Marinvest Énergie Canada, il y a juste Greg Cano qui travaille pour cette affaire-là, là, plus les lobbyistes, mais tu sais, ça a l'air d'être assez minuscule. C'est-tu nous autres encore qui va finir par financer ça puis perdre bien de l'argent en faisant un projet qui va... Tu sais, s'ils commencent à faire le tracé de l'oléoduc puis commencent à scraper un peu comme ils ont fait avec Nordvolt, ils ont décapé un site naturalisé qui avait été fortement contaminé par le passé. Ça fait qu'aujourd'hui, on a encore des cochonneries qui se déversent dans la rivière Richelieu à cause de ça puis d'un projet qui n'a jamais vu le jour. Ça, c'est-tu les Québécois qui vont être obligés de financer ça puis les Canadiens? Ça se ficelle comment, cette affaire-là? Puis aussi, je veux que tu me parles, parce que souvent les gens, c'est ça, ils vont dire, ah, mais là, ça nous prend des projets porteurs, puis il faut faire de l'argent, puis tout ça. Le Québec, il peut faire de l'argent où là-dedans? À partir du moment que le gaz est fait dans l'Ouest, il y a un tuyau qui nous passe sur le corps, puis les bateaux sont étrangers, puis ils partent en Europe. Il faut financer 30 milliards pour le projet. Ceux qui le contrôlent, ce ne soit pas nous autres. C'est quoi les avantages pour le Québec et la Côte-Nord? Il y a beaucoup de questions là-dedans, finalement. On se courte. Qui c'est qui va payer? La réponse, nous autres, les Québécois et Ouais, les hein, c'est ça. Québécoises. C'est quoi les avantages qu'il va avoir pour le Québec pour ce projet-là? Des peanuts. C'est où que les profits vont être engrangés? Dans l'Ouest canadien. Pas pour l'ensemble des gens qui vivent en Alberta et en Colombie-Britannique, là, pour une poignée de dirigeants de l'industrie pétrolière, là, surtout. Puis, ben, en Europe, dans les marchés qui vont importer, ben là aussi, la poignée de dirigeants. Réponse longue. Marinvest, c'est une petite compagnie. C'est eux Ouais, autres, hein? c'est certains qui n'ont pas les capitaux pour financer ce genre de projet-là, 30 milliards, mais c'est pas inhabituel. GNL Québec, à la base, c'était aussi, je ne vais pas dire n'importe quoi, là, mais j'avais beaucoup travaillé sur le dossier. C'était une petite compagnie suédoise. Sont spécialisés là-dedans, euh, nos, nos amis norvégiens, suédois. Eux autres, ils ont la technologie. Là, par exemple, ici, la technologie innovante, c'est une usine flottante. Là. Ça, c'est vraiment c'est nouveau. Là. On n'entend pas souvent parler de ça dans ces dossiers-là d'énergie fossile. Mais eux autres, ils ont une technologie. Ils vont chercher des appuis politiques. Pour ça qu'ils engagent des lobbyistes. Ils vont Mhm. cogner aux portes. Ils disent regarde ça, ce projet-là est incroyable. Puis là, une fois qu'ils ont quelques appuis politiques, ils vont chercher du financement, des investisseurs. GNL Québec, c'est qui les investisseurs qui étaient arrivés? Des milliardaires américains proches du Parti républicain à l'époque. Là, sur Marinvest, on ne le sait pas. Là.
Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est que Marinvest va aller chercher des investisseurs, puis eux, ils vont juger du risque qu'il y a avec ce projet-là, tatata, puis qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Certainement, en 2026, des projets d'énergie fossile. Est-ce que ça se fait sans argent public? Non. Ils vont vouloir de l'argent public d'une manière ou d'une autre. C'est d'ailleurs ce que plusieurs économistes, dont Éric Pinault puis Renaud Gignac, disaient dans une lettre ouverte qu'ils ont envoyée à la presse, c'est de se dire, ce projet-là, s'il veut être viable économiquement, c'est sûr qu'il y a un pays quelque part qui va devoir mettre de l'argent public. Les investisseurs, les compagnies pétrolières et gazières, malgré qu'on leur déroule le tapis rouge, là, ils sont plus prêts à mettre l'argent. On peut regarder dans l'Ouest là, avec l'oléoduc de l'oléoduc de sable bitumineux que Daniel Smith veut construire avec Carney, puis qui a fait en sorte que Steven Guilbeault il a démissionné. Malgré qu'on leur déroule le tapis rouge, il n'y a pas une seule compagnie qui a levé la main et qui a dit moi je le construis. Parce que c'est des projets qui coûtent trop cher, qui sont pas assez sûrs d'un point de vue économique. Il y a des risques, là. Il y a trop de risques. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a trop de risques? Ben, on va chercher des partenariats publics. Le parallèle avec Nordbull, il est frappant. Selon moi, ce qu'on va voir au Québec avec ce projet-là de Marinvest, on va en débattre, il va y avoir des annonces gouvernementales, on va passer 4, 5, 6, 7 ans à en débattre comme GNL Québec, puis il va tomber à l'eau le projet parce que il n'y a pas d'acceptabilité sociale ici au Québec pour ce genre de projet-là, puis il y a trop d'incertitudes économiques. Donc, au final, ça va être un énième gros projet industriel présenté au Nord-Côtier, puis un autre faux espoir. Ça me ramène à parler de ça serait quoi les profits? Ça serait quoi les gains pour les Québécoises et les Québécois de ce genre de projet-là? C'est petit. C'est des redevances. Parce que là, on serait un corridor. Il faut comprendre, le Québec, là, dans ce projet-là, on est un corridor. Mais l'activité, elle se passe à la porte de sortie. Ah Puis ouais. après, quand ce gaz-là va être exporté en Europe, puis il va être brûlé, mais au Québec, nous autres, notre rôle, c'est pas nous qui produit, c'est pas nous qui le reçoit. Donc, on est juste le corridor. Qu'est-ce qu'on a? Ben, des redevances, des taxes. Puis là, les municipalités vont vouloir essayer de négocier des ententes de redevance, mais c'est petit, c'est des peanuts. C'est C'est tout pas ce qu'elle beaucoup fait. d'emplois non plus, hein? Non, Faire virer une usine flottante, ça prend combien de monde? Ça? C'est pas, il fera pas. Tu sais, moi, j'entendais des fois là, dans le dossier Saguenay, là, quand les promoteurs voulaient aller chercher des appuis, là, ils disaient que ça allait faire 2 000 à 3 000 emplois. Il n'y aura pas 2 000 à 3 000 emplois à Bécomo si ça se concrétise, tout ça. Là. il y a un moment où il y a beaucoup de création d'emplois. C'est le moment où on se capte tout. Quand on, dé- Ouais. quand on construit, là, ça fait de la job. Ça, je vais le donner, c'est vrai. Euh, mais écoute, du fly-in, fly-out en masse, ça, c'est certain. Il va y Avec les avoir des jobs problèmes qu'on connaît. avec les problèmes qu'on connaît, des impacts sur les communautés, les man camps, là, les camps de travailleurs, écoute, euh, ça débarque, ça vient pas de la région, ça a la famille loin. Écoute, là, je veux pas verser dans le préjugé, mais on sait, historiquement, il y a des données sur les impacts que ça a sur des Ouais, ouais, milieux non, de c'est vie. c'est- c'est pas beau ce qui se passe tout le temps dans ces camps-là. Là. Fait que là, pendant la période de construction, oui, là, il y a la création d'emplois, mais après, la drop que ça prend, parce que pour opérer une usine de liquéfaction, ça prend pas énormément de personnes. Là, on les a pas, là, les chiffres pour Marinvest, mais à l'époque d'Énergie Saguenay, on parlait de plus ou moins 300 emplois permanents. Mais 300 emplois permanents, c'est à Côte-Nord, à Bécomo, c'est de la job. Attention, Oh oui. c'est qui a l'expertise pour runner ça, une usine de liquéfaction au Québec? On a-tu déjà fait ça? Il y a Ils vont pas sortir des gars d'Alcoa à Bécomo pour mettre dans l'usine. Ils vont aller chercher des gens qui viennent pas nécessairement de la Côte-Nord, je comprends bien. Là. certainement parce qu'on n'a pas l'expertise ici au Québec. Il Ah n'y a ouais. personne au Québec qui sait comment on run ça, une usine de liquéfaction. Donc, on va aller chercher du monde ailleurs. Est-ce que la richesse qui va se créer va rester à Bécomo? Moi, j'ai des forts doutes. Il faut attendre de voir exactement euh, le montage du projet. Mais en gros, le bottom line, c'est les Québécois et les On sait que Québécoises, on paye, puis le retour est mince. Puis quand je dis on paye, là, on parle en coût économique, là, mais attends, on n'a pas parlé des impacts environnementaux. Là. Les Québécois et les Québécoises, c'est nous qui subissons ces impacts-là. C'est les Nord-Côtiers qui vont avoir une méga usine qui est implantée dans leur milieu.
Ça fait quoi, ça, comme impact? Là? Parce que là, il y a des gens qui m'ont dit, ah, mais là, tu sais, une usine flottante, là, ça dérangera rien, là, tu sais, je veux dire. Puis le tuyau, lui, il y a pas de danger de déversement vu que c'est du gaz naturel, c'est pas du pétrole. Bref, il n'y a aucun risque. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Là. Le gaz, ça déversera pas. Je me rappelle dans les vidéos promotionnelles de GNL Québec, ils versaient du gaz dans des verres, puis ils le buvaient. Ils disaient: «Regarde, c'est le gaz naturel, ça c'est invisible, tu le sens pas». C'est invisible, tu le sens pas, mais ça veut pas dire qu'il est pas là. Puis, comme je te disais, l'impact sur le réchauffement, il est terrible, mais Ouais, qu'est-ce ça, qui ça, arrive qu'est-ce qui arrive quand le gaz, ça fuit? Ça passe en plein milieu de la forêt boréale, il y a des feux de forêt. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une fuite de gaz? Ça explose. Ça fuit pas, ça explose. Puis là, je veux pas partir les gens en peur, là. Écoute, l'industrie, c'est ça leur job, c'est d'exploiter du pétrole puis du gaz, puis de le faire de manière sécuritaire, mais il y en a des accidents. Il y en a eu. Mais j'avais pas pensé à ça. Là, là je m'excuse de t'interrompre, mais tu viens de me faire allumer sur quelque chose. Tu sais. Moi, je fais. Tu sais, mes deux terrains de jeu, c'est le Saint-Laurent puis c'est la forêt boréale. Je passe beaucoup de temps dans la forêt boréale, puis tu sais, je passe beaucoup de temps dans des brûlés parce que ça brûle de plus en plus. Si le feu pogne à côté de ce tuyau-là, il arrive quoi? Ben, s'il y a pas de fuite, tout est correct, mais là, c'est sûr que Hey, ça, c'est ça des. brûle en tabarouette, ça brûle jusqu'à Rochemer, cette affaire. Quand tu as un gros feu de forêt, là, tu sais, il y a des feux de forêt, là, c'est tellement intense, ça descend tellement creux dans le sol qu'ils peuvent couver durant l'hiver puis repartir au printemps. Sur 1000 kilomètres, le tuyau, c'est sûr qu'il va y avoir des feux de forêt qui vont croiser sa route de temps en temps, là. Les risques, c'est sûr qu'il y en a. Ce genre de projet-là sont pas sans risque. Fait que tout le long, tout le tuyau, il y a des risques, il y a de l'impact. Parce que aussi, comme tu disais, il y a la période de construction. Et le tuyau, il faut que tu claires de la forêt, là, au moins 60 mètres de large, là, pour. Ah, ouais, 60 mètres. Tabarnak! 60 mètres sur 1000 kilomètres, c'est C'est énorme, c'est énorme. Puis là, tu penses à tous les impacts qu'il va avoir sur la forêt, sur ceux et celles qui y vivent, autant les communautés que les animaux. Mais, tu sais, pense au nombre de rivières que ça va devoir traverser. Écoute, Ils c'était, traversent comment une rivière avec ça? Ils passent-tu en dessous? Qu'est-ce qu'ils font? je veux pas te dire n'importe quoi, mais je sais à quel point ça avait été dans l'Ouest canadien. Il y a un projet de pipeline de gaz qui a été complété, qui s'appelle le Coastal GasLink Pipeline. Il avait fait Ah, les ça a bien nouvelles, été, ça aussi. oui, il avait fait les nouvelles internationales. Euh, puis Greg Cano, qui est directeur des opérations de Marinvest Canada, était directeur Il des était opérations là-dedans. pour une des compagnies qui faisait de la sous-traitance pour la construction du pipeline. Fait que lui, il en a vu des vertes puis des pas mûres quand vient le temps des conflits sur la création, sur la construction de pipeline. Puis c'est ça, il y avait une rivière qui était très importante pour certains membres de la communauté. Puis c'est là qu'il avait érigé un campement pour vraiment essayer d'empêcher que passe le gros tuyau en dessous de la rivière. Mais écoute, les impacts qu'il y aurait juste pour la création du pipeline sont immenses. Puis là, on n'a pas encore parlé de transport méthanier, sa vie marine. Non, non, c'est ça. Là, je t'enlignais là-dessus. Là. Tu sais, on a parlé tantôt de l'usine, parce que tu sais, des gens m'ont dit, moi, la flotte, elle n'est même pas vraiment solidement ancrée dans le fond. Mais tu sais, moi, tu sais, d'entrée de jeu, je t'ai expliqué que j'ai plongé, tu sais, j'ai beaucoup plongé dans ce secteur-là. J'ai passé des années sur l'eau dans ce secteur-là. Moi, j'ai croisé la route à Bécom, dans la baie des Anglais, là, même pas en dehors de la baie. Là. Dans la baie des Anglais, j'ai régulièrement vu des belugas. Pêche et Océan a clairement dit que la zone de Bécomo, c'est un site important pour le beluga l'hiver, hein, de Pointe-des-Monts aller jusqu'à Colombier. Moi, j'ai croisé la route de Baleine Bleue dans cette baie-là. On sait que l'hiver, hein, on a cherché longtemps la présence des baleines bleues l'hiver. On se demandait où est-ce qu'ils s'en allaient. Bien, tabarouette, Jacques Gélineau, qui est mon chum à Sept-Îles, puis il travaillait avec le mix en Mingani, puis ils les ont trouvés l'hiver dans le coin de Sept-Îles, dans le coin de Bécomo. Il y a des baleines bleues. Là, je viens de te parler de deux espèces en voie de disparition. Puis après ça, tu as le rorqual commun qu'on voit régulièrement aussi dans ce secteur-là. Tu as déjà 3 cétacés qui passe difficilement à travers notre époque pour toutes sortes de raisons qui s'appellent, bon, il y a les bouleversements climatiques. Hein, le Saint-Laurent, on sait que réchauffement des eaux. Après ça, tu as des problèmes liés à l'hypoxie, qui est aussi en partie lié avec ce qu'on émet dans l'atmosphère. L'acidification des eaux, qui est aussi pas mal lié avec ce qu'on émet dans l'atmosphère. Puis là, tu vas leur rajouter
3, 4 immenses navires qui vont passer avec le vacarme que ça fait. Il faut plonger pour savoir à quel point ça fait du bruit, ces bateaux-là. Ça te vibre dans la poitrine quand ils passent. Fait que là, tu vas demander à ces animaux-là de s'adapter à ça en plus. Ça me semble assez irresponsable en vertu de la loi sur les espèces en péril de passer un tuyau sur la tête des caribous forestiers pour arriver dans la baie des Anglais pour déranger encore plus beluga, baleine bleue, rorqual commun. Tu sais ce qui me fait peur, Patrick? Je vais être bien honnête avec toi. Moi, j'ai confiance que ce projet-là, les Québécoises, les Québécois, on va le regarder puis on va dire ça n'a aucun bon sens. J'ai confiance. En ce moment, les gouvernements provinciaux au Québec, en Ontario, au Colombie-Britannique, puis le gouvernement fédéral de Mark Carney, ils ont mis en place un appareil législatif qui fait en sorte que les gros projets industriels, si par des critères qui sont super abstraits, s'ils sont considérés d'intérêt national, ils peuvent contourner un paquet de lois, incluant la loi sur les espèces en péril. Donc, normalement, quand les règles du jeu sont claires, ce qui se passerait, ce projet-là, il va être déposé. Après, il va y avoir une étude d'impact. On va recevoir un gros document de 5000 pages qui va détailler le projet. Puis, il va y avoir des experts de la société civile comme moi, mais des ministères aussi, de pêche océan, etc. Tout le monde va se mettre la main à la pâte, puis va évaluer les impacts. Après, on va dire ça, ben, ça n'a aucun maudit bon sens, ou OK, ça serait ça les mesures d'atténuation, etc., qu'on pourrait faire sur les navires, puis pour que ça ait moins d'impact. Mais en ce moment, avec les règles du jeu qui sont changées, on ne sait pas comment il va être évalué le projet. Puis, peu importe les mesures d'atténuation que ce genre de projet-là pourrait faire pour essayer de diminuer les impacts, il va en avoir des impacts sur la vie marine. J'étais à Bécomo en septembre, j'étais sur le quai. J'étais avec des gens de la place, puis on regardait la baie des Anglais, puis écoute, la diversité mammifère d'oiseaux qu'il y avait, là, c'était impressionnant. Puis là, j'essayais d'imaginer, tu sais, il y avait un rorqual bleu qui arrive à côté du quai, puis là, j'essayais d'imaginer l'usine, puis les méga navires là, ça va être les impacts pourraient venir complètement chambouler l'écosystème, c'est sûr. On sait qu'il va y avoir une augmentation du trafic maritime. Puis on sait aussi qu'il pourrait avoir de l'apparition d'espèces envahissantes qui scolomethaniers. Ben ouais. L'augmentation du bruit pendant la phase d'opération, mais pendant la phase de construction aussi. C'est sûr qu'il y a comme tout Souvent, un les paquet bateaux de... dans la baie des Anglais, ils les arrêtent même pas. Ils tournent tout le temps. Fait que ça fait tout le temps du bruit, là. Écoute, sur la vie marine, les impacts, ils seraient immenses. À l'époque de Janelle Québec, ça avait été une grande partie du débat autour, bien entendu, du beluga du Saint-Laurent. Du beluga. Mais je pense que ça va être important de centrer aussi les impacts sur la vie marine Mais dans tu sais, le projet Louis, là, MarinVest. moi, ce que je trouve absolument hallucinant dans cette histoire-là, là, c'est bon, tu soulignes bien, tu sais, la richesse de la faune dans ce secteur-là. C'est pas juste toi puis moi qui le dit, là. Non, non. Il y a des gens à l'UNESCO qui ont décidé que ça faisait partie d'une réserve de la biosphère mondiale à Wapishikat, Manicouagan, Wapishikat. C'est un haut lieu de la biosphère mondiale. Puis eux autres, ils prévoient de faire aboutir le plus grand chantier industriel de l'histoire du Québec direct là-dedans. Tu sais, au fond de la baie des Anglais, là, puis ça, les gens le savent pas toujours, mais il n'y a pas juste des animaux qui est digne d'intérêt dans cette baie-là. Tu as ce qu'on appelle au fond de la baie des cannelures. Tu sais, quand le glacier s'est mis à se retirer là, il y a 10-15 000 ans, l'Inlandis laurentien, c'était tellement une masse de glace énorme, il y avait 2-3 kilomètres de glace d'épaisseur, puis ça a sculpté la pierre. Puis Bécomo, c'est un des meilleurs endroits au monde pour être capable d'observer ces formations rocheuses-là. Là, tu vas mettre une usine. Moi, je sais pas comment elle va être longue, cette usine-là, mais si le bateau fait 300 mètres, elle va sûrement être à peu près ça, elle aussi. Puis je te soulignerais en plus là que tu sais, souvent, les gens, ce qu'ils voient, c'est, ben, comme toi, tu dis, tu étais sur le quai, tu vois les baleines, il y a des petits pingouins, il y a des phoques communs.
souvent, les gens ils disent que toutes les phoques sont en explosion démographique. C'est pas vrai. Le phoque commun, il n'y en a pas beaucoup. C'est une population qui a de la difficulté dans l'Atlantique puis le Saint-Laurent. Puis il y a une petite population au fond de la baie. Mais en 2003, là, quand le requin du Groenland est remonté proche de la surface, parce que c'est une espèce de grande profondeur, c'est l'animal qui vit le plus longtemps sur la planète. Le premier endroit au monde où on a été capable de l'observer dans son habitat naturel vivant, là, pas sa glace au Saguenay que tu l'as pogné dans un trou, puis tu l'as sorti puis il est mort sur la glace, là, vivant dans son habitat naturel, c'était la baie des Anglais, la baie du Garde-Feu, la baie Saint-Pancras. Les gens pensent que c'était surtout la baie Saint-Pancras, mais la vérité, c'est que c'était surtout la baie des Anglais. National Geographic est descendu dans la baie des Anglais parce qu'il n'avait jamais filmé cette espèce-là dans son habitat naturel. Discovery Channel, CBC, Jeffrey Galland, qui est l'expert des requins, Bécamo, c'était son port d'attache. Alors, tu sais, on parle d'un projet qui est néfaste pour la planète au complet, parce que le climat, c'est pas rien que nous autres. Il va pas rien que faire plus chaud à Bécamo à cause de ça. Là. Ça va être l'ensemble de la planète qui va s'en ressentir. On fait pas vraiment d'argent. Les emplois, il n'y a rien de garanti là-dedans. On scrape 1000 km sur 60 mètres de large de forêt boréale, puis on va endommager un, un bijou comme ça de la biosphère mondiale pour des intérêts qui sont pour la plupart étrangers et qu'on devrait nous passer avec une loi. Puis là, je remercie le CQDA, là, le Centre québécois du droit de l'environnement, là, qui se battent contre ces cinq, qui se battent contre l'autre loi qu'ils sont en train de nous faire là, au Québec, là, le PL5, les espèces de lois qui tassent tout ce qui s'appelle les normes environnementales pour passer des projets pour faire plaisir à Carnet puis l'Ouest. Moi, je suis d'accord avec toi. L'acceptabilité sociale, ça va être le Québec au complet qui devra se prononcer sur ce projet-là. Même si je viens de la Côte-Nord, moi, je persiste et je signe. C'est pas juste aux gens de Bécamo de dire si oui ou non ça a de l'allure. Mais tabarouette! Bref, les mots me manquent. Je suppose que je m'en allais avec tout ça, mais ça me fait suer! On avait dit qu'on devait rester zen, mais non, Ouais, c'est ce ça. genre de projet-là, quand on creuse, c'est ça, quand on creuse, c'est enrageant parce qu'on sent que ça nous est imposé, on sent qu'on se fait jouer dans le dos. Puis je pense, moi, quand tu parlais de Nordvolt tantôt, mais tu sais, je pense qu'en ce moment, là, au Québec, aussi avec sa clique, là, puis on ne rentrera pas là-dedans, là, mais les Québécois et les Québécoises, on a l'impression de se faire magouiller dans le dos, puis on est tanné. Qu'il y a un gros. Moi, c'est sûr que par ma position, je travaille chez Greenpeace, notre mission, c'est d'assurer une planète viable. Les projets d'énergie fossile, je suis fondamentalement contre. Mais si je prends un pas de recul, ok, puis je me replonge, là, quand je suis venu en septembre à Bécomo, on a fait une séance d'information publique. On peut-tu arrêter de nous faire à croire que les politiciens, ils savent rien de ce projet-là, quand depuis février 2025, les lobbyistes de Marinvest Énergie, ils rencontrent tous les ministères possibles, autant provinciaux, autant au Québec qu'à Ottawa. On peut-tu nous donner l'information, arrêter d'essayer de nous tenir hors du débat, puis nous expliquer exactement à quoi on a affaire? Moi, ça, je trouve ça m'enrage parce que ce qui va se passer, si on laisse faire, là, si on ne fait pas le travail qu'on est en train de faire en ce moment, toi et moi, Patrick, c'est qu'ils vont nous arriver avec un projet tout ficelé, tout beau. Ils vont le déposer au bureau des grands projets au fédéral ou à l'équivalent qu'ils vont créer au Québec. Là. T'es-tu sûr de ça? Tu penses-tu vraiment qu'ils vont le passer là? Dans les documents que j'ai obtenus récemment d'une demande d'accès à l'information que j'ai fait à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, l'Agence d'évaluation d'impact, dans un échange courriel avec la Régie de l'énergie du Canada, elle disait qu'elle avait l'information que le promoteur avait l'intention de déposer son projet au bureau des grands projets en début 2026. Début 2026, on est pas Pas mal mal dedans. là. On nous arriverait avec un projet auquel, qui supposément n'existe pas, puis on va nous arriver, on va nous faire une belle annonce, on va dire, écoutez, ça, c'est un projet d'importance nationale pour le Canada et pour le Québec, de transition énergétique. Puis ils vont nous sortir ça, on n'en a pas encore parlé, là, mais à l'époque de GNL Québec, tout le projet, ils l'ont peinturé au vert parce qu'ils disaient, écoute, ça va être le plus vert du monde. L'usine avait été alimentée à l'hydroélectricité. Ça va être
Ça va être incroyable, là. On va, Non. réf- on va, on va prendre notre énergie propre pour, pour liquéfier de l'énergie sale. Ben non, écoute. Là, ils vont nous sortir la même affaire, mais selon les informations qu'on a, puis on en a peu beaucoup, là, c'est au compte-gouttes, mais là, ça serait un parc éolien Ben qui te ouais. ferait, Parc éolien, ouais. il ferait un parc éolien. On va te faire Il le des ferait éoliennes. où? On n'a pas d'informations sur où il l'installerait, parce que ça, tu sais, un parc éolien, c'est une éolienne, tu sais, objectivement, ça a l'air bien beau, mais c'est pas parfait non plus, là, tu sais, Non. Mais moi, j'aime faut que mieux tu fasses débattre des éoliennes parce que, tu sais, au moins, je trouve qu'on avance, on progresse, on a des débats ouais. intéressants. J'aime mieux débattre des éoliennes, des énergies renouvelables, que débattre des énergies fossiles, des Ben oui, énergies tout à fossiles. fait. Là, j'en ai là. J'aimerais ça qu'on soit en train de parler d'autres choses. Puis c'est ça, je pense, un point que je veux faire comprendre au monde, c'est que on devrait collectivement, en tant que société, exiger de la part de nos politiciens qu'ils aient le courage de dire non dès le début. Je sais que ça paraît bien beau, là, pour nos politiciens d'être open for business puis de dire on va les étudier, les projets, quand ils sont déposés, on va les étudier. Mais en 2026, moi, je m'attends de la part d'un politicien que quand il y a un projet qui lui est présenté, qui est sans bon sens, dès le début, il dit merci, mais non merci. Puis tu les revires de bord, puis on va continuer notre débat de société au Québec sur comment on continue notre transition hors des énergies fossiles, comment on continue à créer des bons emplois bien payés, syndiqués pour le monde, tout en arrêtant d'être complètement des junkies gavés au pétrole et au gaz. Puis ça fait des années qu'on le répète, au Québec, on a la chance d'avoir les infrastructures en place grâce à notre hydroélectricité, où on a une longueur d'avance sur le reste du monde. On est la seule place au monde qui a pu se permettre de dire les énergies fossiles, on en exploite pas, c'est illégal, c'est interdit. On est la seule place au monde qui le fait. Puis, c'est pas parce qu'on est meilleur que d'autres, là, c'est un contexte. Mais là, On il a faut les qu'on. atouts pour pas aller là, là. Exact. Mais là, on va pas devenir un corridor de passage pour faciliter ça, pour Je dirais faciliter. le tapis plutôt, hein, il nous passe dessus comme un tapis, là, tu sais, puis là, on parle Moi, de c'est nous ça. autres, mais on n'a pas parlé aussi d'autres acteurs concernés là-dedans, là, parce que, tu sais, dans ce qu'on lisait dans les magouilles, là, tu sais, le grenouillage de coulisses, là, puis le manque de transparence inhérent à ce dossier-là, le fédéral est en train de travailler beaucoup avec Marine Vest pour leur montrer comment convaincre les Autochtones, là. Là, avez-vous des contacts, vous autres? Savez-vous qu'est-ce qui a été fait auprès des communautés qui ont des territoires sur lesquels le tuyau passerait? Je sais que du côté de Saguenay, là, les Inuits étaient vraiment pas contents pour les risques que ça laissait planer pour les territoires tant terrestres que marins. Mais là, aujourd'hui, là, par rapport à Marine Vest, est-ce que tu as des informations concernant la position des Autochtones? Ouais, nous, chez Greenpeace puis chez d'autres groupes, on a beaucoup de contacts avec les différentes Premières Nations qui seraient impactées par le projet. C'est sûr que ce que je peux te dire, c'est que oui, l'entreprise, elle sait qu'elle doit aller leur parler. Est-ce que vraiment elle a l'intention d'obtenir leur consentement sur le projet? Ça, c'est une autre chose. Parce qu'on Ah le ouais, tu penses rappelle, pas leur passer par-dessus direct sans ben, avoir leur aval? tu sais, moi, quand je regarde qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ouest canadien, où il y avait des membres de communautés autochtones qui se sont battus corps et âme pour protéger leur territoire, ça a fait les manchettes internationales, le Guardian. La manchette, c'était le RC, la police montée canadienne a ses snipers pointés sur les défenseurs des terres autochtones. Amnesty International qui sort des rapports de violation des droits humains. Écoute, une situation là, qui fait les manchettes partout sur la planète, mais le projet, Ça il est paraît pas passé bien. pareil. Ah ouais. Le projet, effectivement, et c'est vrai, Marinvest, elle a compris qu'elle doit aller à leur rencontre, elle doit aller leur parler. À l'époque, tu fais bien de le souligner, il y avait trois communautés inues qui étaient impactées par le projet, qui avaient dit non au projet GNL Québec, qui s'étaient positionnés officiellement contre. Là, les communautés se sont pas encore positionnées. Moi, je suis allé à leur rencontre, je vais continuer de le faire. Ce que je peux te dire, c'est que certainement qu'ils sont préoccupés, autant le côté politique, les conseils, que les membres de certaines communautés, et autant sur la côte nord, donc le Nitassinan, que du côté
Anishinaabe, les Algonquiens. Donc, écoute, l'Agence d'évaluation d'impact, elle a identifié un paquet de communautés qui sont impactées par ce projet-là. Tout le long du pipeline, ça passe sur Il leur passe, territoire. ben ouais, il passe quasiment à toutes, là. Il leur manque rien que les Inuits, là. Exact. Tu sais, selon le scénario de. Il y a un scénario du pipeline qui est plus au nord, puis il y en a un qui est plus au sud. Là. Fait qu'il y a les cris aussi qui seraient impactés dans le scénario nord, puis les Atikamekw dans le scénario sud. Mais écoute, c'est sûr que Marinvest, ils savent qu'ils doivent aller à leur rencontre. Moi, j'ai des forts doutes sur est-ce qu'ils vont réellement respecter leur consentement. Au Canada et au Québec, c'est pas vrai que pour, pour faire des projets d'ampleur, des projets industriels, on respecte le droit au consentement préalable libre et éclairé des communautés autochtones. On le fait pas. Eux autres, ils vont se dire: «Ah, nous, on a fait notre part, on a essayé de les convaincre, ils veulent pas, mais intérêt canadien, on y va pareil». On les a- Honnêtement, moi, c'est ça qui me fait peur. C'est que présentement, dans les nouvelles lois, quand je te parlais, les lois pour accélérer les projets dits d'intérêt national, euh, il n'y a pas ce critère-là où le consentement préalable libre et éclairé des communautés autochtones doit impérativement être respecté. C'est pas là. Donc, ça dit qu'il faut. C'est des critères très larges là, quand on regarde la loi fédérale. Fait, leur consentement, pas leur consentement, excuse-moi, ça doit être bénéfique pour les Autochtones. Le projet. C'est comme ça que c'est présenté. C'est pas pour rien qu'en Ontario, il y a un paquet de communautés qui, comme le CQDA le fait au Québec, il y a un paquet de communautés qui poursuivent le gouvernement fédéral et disent écoute, ta loi, ça n'a aucun bon sens. Parce que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est de venir et de dire ce projet-là, il est d'intérêt national, donc soit que tu signes ou on te contourne tes droits. Mais historiquement, ça a été ça. Fait que là, on va voir des Ouais. communautés mais comme dans une autre mesure, comme Bécomo, là, des communautés qui, historiquement, ont fait face à des développements industriels qui ont des impacts terribles, autant sociaux qu'environnementaux. Chez les communautés autochtones, c'est pas juste l'industrialisation, c'est toute la colonisation. Fait qu'on on va voir des communautés qui ont déjà tout un paquet de problèmes, autant les communautés nord-côtières que les communautés autochtones. Puis on vient cogner à leur porte, puis on dit, écoute, un autre gros projet, mais tu vas avoir des redevances. Puis c'est comme ça qu'on va essayer de les convaincre. Euh, Les je sais, acheter. ben c'est ça, parce qu'on est un corridor de passage, on va essayer d'acheter le consentement des Québécois, des Québécoises, puis des communautés autochtones. Mais la réalité, c'est que je pense que c'est très préoccupant ce que le gouvernement, autant au provincial qu'au fédéral, a facilité. C'est ce climat-là le climat de l'accélération des projets, c'est ça qui donne vie à un projet sans bon sens comme Marinvest. Marinvest, si ce n'était pas de ce contexte-là, je suis pas sûr qu'on en parlerait de leur projet parce que je suis pas sûr qu'il serait aussi loin là, dans son avancement s'il n'y avait pas eu les nouvelles politiques de Carney qui se sont calquées sur les politiques que Poilievre voulait mettre en place. Parce que le projet, on a commencé à en parler quand Poilievre il était bien, bien haut dans les sondages. Là, c'est de l'hypothétique, là. C'est une hypothèse que je fournis parce que je n'ai pas les preuves de ce que j'avance, mais ce qui a dû se passer, c'est qu'il y a du monde qui ont vu à quel point Poilievre il était haut dans les sondages. Ils disaient depuis longtemps, nous autres, on veut ramener des projets d'énergie fossile au Québec. Ils ont dit, on va élaborer un projet. Trump est arrivé, les tarifs, le 51e État, ça a tout flippé. Carney est rentré. Cadeau du ciel, Carney, finalement, ben, lui aussi, il veut les faire avancer les projets d'énergie fossile. Là, la compagnie a continué son travail dans les coulisses pour avancer son projet. La loi, la loi C5 que Mark Carney a passée, euh, elle vient complètement changer les règles du jeu. Puis là, on est dans du brouillard. Sur exactement à quoi ça va ressembler, ça va être comment on va l'évaluer le projet, ça va être quoi les consultations publiques. Écoute, toutes les possibilités de contourner les consultations publiques et les évaluations que le gouvernement s'est données, ils disent on ne l'utilisera pas, on l'utilisera juste au besoin. Moi, c'est ça qui me fait peur. Ah ouais, parce que là, il est utilisé pour contre-cœur. On s'entend-tu que Bécomo. Tu sais, parce qu'on parle du contexte. Oui, tu as Trump au sud, mais tu sais, l'Alberta qui parle de s'en aller, je pense qu'ils sont mieux de leur faire plaisir, ils veulent pas qu'ils partent pour vrai, là. Fait que c'est. Tu sais, tu as tout ce contexte-là qui pousse beaucoup pour faire sortir les produits de l'Alberta vers l'Est. Mais là, toi, là, je sais que là, tu as fait des demandes d'accès à l'info, tu suis ce dossier-là, là, tu es vraiment impliqué là, dans les campagnes de climat là, chez Greenpeace.
Le calendrier qui s'en vient, y a-tu moyen de prévoir de quoi ou c'est impossible de prévoir à force qu'il n'y a pas de transparence dans ce dossier-là? C'est dur, honnêtement, tu sais, moi, j'aime bien ça, d'habitude, quand je donne une entrevue ou, tu sais, je fais des conférences, et cetera. J'aime ça à la fin, là, je dis: «Bon, voici les prochaines étapes. Ouais. Voici ce que vous Ben, c'est pouvez ça que je voulais faire». que tu me dises, là. Que je me prépare. Qu'est-ce que je fais, là? Là, malheureusement, la situation dans laquelle on est, là, c'est on n'en a pas d'infos sur c'est quoi les prochaines étapes. Les règles du jeu, elles sont changées. Moi, ce que je m'engage à faire, je vais continuer mon travail que j'ai fait depuis le début, c'est-à-dire mettre la lumière sur le projet. Donc, puis là, juste pour donner un petit peu de contexte, Patrick, en mai 2025, moi, je suis sorti d'une rencontre avec des représentants du ministère de l'Environnement du Québec. Puis je suis sorti de cette rencontre-là. J'avais comme un sentiment là, que je n'étais pas capable d'enlever. Là. C'était comme une espèce de boule dans l'estomac là, parce que tout le long de cette rencontre-là, même si c'était pas ça à l'agenda, on a fini par entendre des représentants du gouvernement du Québec nous expliquer pourquoi, dans le contexte géopolitique actuel, le retour d'un projet de gazoduc, donc de pipeline de gaz comme celui de Mindvest, pourquoi ça faisait sens. Même si on avait refusé GNL Québec à l'époque, etc., pourquoi la donne avait complètement changé. Puis je suis ressorti là, puis je me suis dit, pourquoi on parle de ça s'il n'y a pas de projet? C'est là que j'ai commencé à faire mes recherches, puis j'ai fini par, j'ai fini par trouver un mandat sur le Carrefour lobbyiste, donc c'est un peu le registre des lobbyistes au Québec. J'ai trouvé le mandat de cette obscure compagnie norvégienne qui voulait développer un projet porteur pour l'avenir énergétique du Québec et du Canada. Puis, de fil en aiguille, continue mes recherches, demande accès à l'information, travaille en collaboration avec des journalistes parce que les journalistes, eux, leur job, ben, c'est de donner de l'information publique. Là, il n'y en avait pas d'information. Donc, eux font leur travail, font du méchant bon travail d'enquête. Puis, on finit par boum, découvrir qu'il y a ce projet-là qui se trame. Puis, ce qui m'inquiète, c'est que dans les découvertes que j'ai au compte-gouttes, on dirait ça va vite derrière les portes closes. Puis, Ouais. d'apprendre qu'ils veulent potentiellement déposer leur projet au bureau des grands projets en début 2026, puis que début 2026, c'est maintenant, je me dis, il faut qu'on s'active parce qu'on a quand même une occasion spéciale présentement qui nous est rarement donnée. Je pense qu'on a l'occasion de dire non à ce projet-là avant qu'on se pogne dans des débats pendant 4-5 ans comme GNL Québec, puis qu'on fracture et divise les communautés comme l'a été le Saguenay. Puis moi, c'est ça que j'aimerais qu'on soit capable en tant que société, de dire non merci à ce projet-là dès maintenant. Donc, les prochaines étapes qu'il va y avoir, certainement qu'il y a des conversations, parce qu'il y a beaucoup de citoyens et de citoyennes, de résidents de Bécomo et d'ailleurs, qui viennent me voir et qui me disent où c'est que je mets mon nom pour dire non. En tout cas, il faut que vous fassiez une pétition parce que là, moi, il y a tellement de monde qui me dit hey, où la pétition? Ben, je sais pas, moi, où la pétition? Moi, j'ai mis des photos. Certainement, ça s'en vient. Pour l'instant, moi, ce que j'ai fait, parce que c'est ça, écoute, quand j'ai commencé, je me disais, là, je peux pas sortir autant de pétition sur un projet qui n'existe pas, mais là, bon, on se rend Ben, compte on se rend compte, là, de plus en plus qu'il existe, il donc ça existe s'en plus vient. qu'on pense, hein, Ouais. finalement, parce que là, tu sais, ils disent, oh, nous, on attend de voir, mais ils ont l'air d'être déjà pas mal convaincus, nos chers politiciens, là. Donc, certainement, ça s'en vient. Puis pour l'instant, moi, avec l'équipe de Greenpeace, on a créé une page d'enquête dédiée exclusivement à Marinvest Energy. Donc, un peu toute l'histoire que je racontais, là, ma découverte du projet, mes recherches, puis tous les documents qu'on a réussi à obtenir au compte-gouttes qui commencent à nous donner des morceaux du casse-tête. Mais nous, on fait ce travail-là d'enquête parce qu'on pense sincèrement que présentement, l'entreprise a fait la stratégie, j'appellerais la stratégie du cafard. La Du stratégie de la cafard, moi, coquerelle. j'aurais été plus poli que toi, j'aurais dit la stratégie du sous-marin. Oui. Ben, dans la mesure où, ben là, je veux pas les comparer à des coquerelles, là, mais Non, je veux non, dire, euh, ce qu'ils font, c'est que dès qu'on met la lumière dessus, ils se cachent. Donc, nous, notre OK, travail, c'est ça. c'est de continuer de mettre la lumière dessus. OK. Parce que, Alors, ça passe bien quand même, dit de même, là. parce que, tu sais, tant et aussi longtemps que cette compagnie-là va essayer du moins, je veux pas lui prêter des intentions, là, mais que l'industrie pétrolière et gazière, tant aussi longtemps qu'elle va faire son travail sur son projet derrière des portes closes, ben, c'est les Québécois et les Québécoises qui perdent parce qu'on n'en a pas d'informations sur le projet. Que, que dans la vie, on soit pour ou contre les énergies fossiles,
il n'y a pas d'informations sur le projet, puis on a besoin d'en avoir. Donc, nous, on a fait une page d'enquête dédiée 100% au projet Marinvest Ah Énergie. ouais. Je vous invite. Première des choses, c'est la transparence. Si tu es fier de ton projet, viens donc nous l'expliquer au lieu de te cacher. Il me semble que à partir du moment que tu grenouilles, c'est parce que tu sais bien qu'il y a des affaires qui ne marchent pas dans ton affaire, puis que tu sais qu'en face, c'est pas assuré de passer comme une lettre à la poste ton histoire. Ça. Puis là, ça fait un an. Là. C'était en février 2025, ça commence. Ça fait un an qu'ils multiplient les rencontres. Il y en a, là, moi, je, je me tiens une liste, il y a des dizaines et dizaines de rencontres. S'ils sont prêts à aller rencontrer à peu près tout le monde à Ottawa puis à Québec, notamment le bureau de François Legault, à plus qu'une reprise. Ben là, François Legault, rest in peace, là, non, pas rest in peace, mais ils l'ont rencontré. Ils ont rencontré le bureau de François Legault quand il était encore au pouvoir. Ils ont rencontré le bureau de Mark Carney. S'ils sont prêts à aller voir les plus hautes sphères du pouvoir, pourquoi ils ne sont pas prêts à aller voir la population puis présenter leur projet? Moi, j'ai un appel à faire à Marinvest. Si vous êtes pour présenter le plus grand projet de industriel de l'histoire du Québec, allez à la rencontre de la population, puis présentez votre projet, puis là, soyez prêts à entendre les préoccupations des gens. Le monde va en avoir des préoccupations. C'est préoccupant. C'est la première des choses. Donc, nous, on continue le travail d'enquête. Vraiment, si ça vous intéresse, parce que c'est pas facile là, pour le commun des mortels. Là. Moi, c'est mon travail de faire ça, mais pour être capable de suivre le dossier Marinvest, il faut tout le temps être en train de chercher puis regarder tous les articles qui sortent parce qu'il n'y en a pas d'endroit central où on peut tout suivre, sauf notre page chez Greenpeace. On a fait une page d'enquête. Donc, je vous invite à la suivre. Et puis, prochainement, c'est sûr que moi, je continue mon travail je me suis fait inviter je suis pas le seul, il y a différentes personnes comme moi qui ont été invitées en Abitibi et sur la Côte-Nord pour revenir puis faire exactement qu'est-ce qu'on fait, présenter ce qu'on sait de ce genre de projet-là et pourquoi nous, ça nous préoccupe. Mais on va le refaire certainement. Donc, on va se recroiser à Bécomo pour qu'on puisse en parler, puis qu'on réponde aux questions puis aux interrogations des citoyens. Qu'on était venu en septembre, il y avait une cinquantaine de personnes dans la salle, puis écoute, les discussions étaient super intéressantes. Des discussions franches sur c'est quoi que ce projet-là, il va apporter pour nous autres, Nord-Côtier. Puis moi, les réponses qu'on avait à leur donner, je, je pense que la population de Bécomo, ils ne trouvaient pas ça très satisfaisant d'entendre Oh, c'est ça que ce projet-là, il va donner pour nous autres. On subit les impacts, puis on a des peanuts en retour. Malheureusement, Exactement. c'est ça que ce genre de projet-là amène. Des Puis, divisions, des on, fractures, des faux espoirs. On est assez, je pense, on est assez confiant dans nos positions pour être capable d'aller sur n'importe quelle tribune pour défendre notre position. Moi, je suis convaincu que les Québécois sont beaucoup plus d'accord avec nous que qu'un projet comme celui-là qui est néfaste pour l'environnement du Québec, de la Côte-Nord, de la planète, avec très peu d'avantages économiques pour les gens d'ici. Moi, je suis sûr qu'on va finir par... Si on joue selon les règles du jeu, là, tu sais, qu'il n'y a pas d'affaire, je te passe une loi puis tu n'as rien à dire, moi, je demeure convaincu qu'on va réussir. Puis je te dirais que, tu sais, moi, sur les réseaux sociaux, je suis quand même quelqu'un qui polarise un peu. Hein. Ce dossier-là, tu sais, des fois, je vais te donner l'exemple de PL 97 le nouveau régime forestier. Puis là, hey, ça, je me faisais pas d'amis. Moi, je pouvais pas aller passer mes vacances à Normandin ou Girardville l'été passé. Hein. On s'entend qu'il y avait bien des gens qui étaient fâchés contre moi dans ce dossier-là. Mais lui, de Marine Vest, et ces derniers jours, j'ai quand même commencé à diffuser de l'information, puis surtout à montrer. Tu sais, moi, je pense que les gens, souvent, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qu'on menace pour s'attacher à ces espèces-là puis les protéger. J'ai publié des photos que j'ai prises dans le Saint-Laurent pour que les gens comprennent. Il y a ça, dans la forêt, je fais beaucoup de photos dans la forêt. C'est tous des animaux qu'on va menacer avec ce projet-là. Puis je te dirais que j'ai fait je dois approcher du million de vues puis des milliers et des milliers d'interactions là, sur ce sujet-là en quelques jours. Puis j'ai pas eu beaucoup de gens qui m'ont dit ben toi que tu fais t'as un Zodiac t'en prends du gaz puis tu sais ça je l'ai eu une fois puis c'est quoi toi tu veux pas de job l'économie je n'ai pas eu beaucoup ben, tu sais je pense que l'acceptabilité sociale déjà elle a été préparée par des dossiers comme Kakuna, Saguenay. Je pense que les gens sont quand même assez conscients qu'il n'y a pas tant d'avantages que ça dans ces projets-là pour les communautés locales. Puis bon, je pense que les gens sont aussi pas mal au courant que le climat, ça va pas très bien. Là, bon, les climato-sceptiques
on ne parlera pas d'eux autres, mais je pense que c'est quand même assez bien établi par la science que le climat se dérègle de plus en plus et des projets comme ça ne sont pas là pour favoriser la suite. Ça nous pousse droit dans le mur finalement, ça nous amène par en avant. Alors Patrick, moi, je Louis, suis confiant. Je suis confiant. J'ai la même confiance que toi. Je sais qu'en ce moment, ce genre de projet-là, quand on regarde sur la planète, on a l'impression qu'ils ont le vent dans les voiles, là, notamment à cause de l'arrivée de Trump. Là, Carney, il nous promet que on va faire des projets pour s'affranchir de notre dépendance aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'ils vont nous le vendre, hein. Ils vont nous dire, ah, ben ça, c'est pour plus être dépendant de notre partenaire économique, de Donald Trump. La réalité, c'est que quand les Québécoises et les Québécois vont avoir suffisamment d'informations sur le projet, ils vont se rendre compte qu'ils sont en train de se faire passer un sapin. Puis ils vont faire comme ils ont fait dans l'époque de Général Québec, comme ils ont fait pour Sakuna, pour NRJS. À toutes les fois, on est arrivé avec des projets destructeurs d'énergie fossile au Québec. Les Québécoises et les Québécois, ils ont dit non. Et moi, j'ai confiance que c'est la même chose qui va se passer ici. Tout ce qu'on a besoin, c'est de leur donner l'information. Parce que au Québec, le monde, quand ils reçoivent l'information, quand ils ont la bonne information, ils analysent le projet. Le gros bon sens que nos politiciens aiment utiliser, le gros bon sens va l'emporter. Puis ce projet-là, il va être rejeté par la population québécoise. Moi, je suis confiant. C'est ma moi aussi, je prédiction. suis confiant. Puis en plus, tu es là, fait que moi, j'ai confiance en toi. On te suit. Moi, si, je vais faire tout ce que je peux pour vous aider. Moi, c'est sûr que, tu sais, tous les dossiers environnementaux viennent me chercher plus souvent. Tu sais, comme je dis toujours, moi, la photo animalière, faire des belles photos pour faire des belles photos, ça m'intéresse pas. Moi, derrière ma photo, se dissimule un activisme tout à fait assumé. Puis ce dossier-là, ben, encore plus parce que c'est chez nous, puis c'est Hey, mes amis. T'sais, moi, j'ai arrêté de pêcher parce que, tu sais, quand j'ai commencé à faire de la photo sous-marine, moi, tu sais, un gars de la Côte-Nord, je pêchais, je chassais. Moi, je chasse plus, puis je pêche plus. C'est mes amis qui sont là. Je vais pas laisser des gens de la Norvège puis Carnet le piler sa face. On continue de te suivre, puis ce n'est que le début de cette lutte-là, mais moi, toutes mes énergies vont être consacrées pour qu'on finisse par gagner. écoute, on est ensemble. Bien hâte qu'on se croise à nouveau à la microbrasserie à Bécomo. Ouais, non, là, ça, c'est on réinvente le monde à cet endroit-là. Je pense qu'il va falloir qu'on se tienne debout ensemble, puis qu'on qu'on admette que c'est pas facile, ces discussions-là. Surtout, puis tu sais, moi, je viens de Montréal, mais je le sais à quel point ça peut être intense pour une petite communauté comme Bécomo d'avoir ce débat-là. Puis euh, je, je m'engage à vraiment venir pouvoir ce débat-là, comme tu as dit. C'est sûr que c'est un projet qui a tellement d'envergure que c'est le Québec en entier là, qui va devoir prendre position. Mais la réalité, c'est que les impacts sociaux vont être démesurés dans des endroits comme Bécomo, puis sur les autres communautés où le pipeline passerait. Donc, je m'engage à revenir vous voir, à vous parler, puis à répondre aux interrogations que les gens vont avoir, mais on est ensemble. Merci, Louis. Fait que, merci de toute l'information que tu nous as transmise, de ton engagement. On te suit, on t'appuie. Je vais partager votre enquête. Je vais mettre ça sur mes réseaux sociaux. Puis pour les gens, ben, je vous invite à continuer de suivre mon balado. Toujours des dossiers qui, pas toujours de nature à nous faire sourire. Des fois, ça nous fait monter la moutarde au nez, mais comme on l'a dit dans cet entretien-là, c'est important qu'on soit mis au fait de l'information pour qu'on prenne les décisions les plus éclairées. Alors, je vous remercie à tous. Je vous dis merci à tous et puis on se revoit dans un prochain épisode. Merci, Patrick. À la prochaine. Salut, Louis.